c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Libre en Périgord 102.3, un nouveau direct depuis nos studios dans le Périgord, comme c'est original, RLP Business, votre émission sur l'économie, le management, l'entreprise dans le Périgord et ailleurs. Et aujourd'hui, ça va aller vite, ça va dépoter, ça va crisser des pneus, on va envoyer du caoutchouc et de la gomme sur le bitume. Aujourd'hui, nous allons parler rallye, nous allons parler garage d'optimisation de véhicules avec un arrière-plan vitesse, avec modération s'il vous plaît. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Comby. Pierre, bonjour. 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 Donc moi je ne savais pas qu'on avait ça à Périgueux. Je regarde un peu le curriculum vitae. Vous êtes passé par l'école de la performance. L'école de la performance, c'est un centre de formation pour les pilotes de voitures, si j'ai bien compris, c'est bien ça ? Oui, c'est des formations techniques qui forment des mécaniciens et des ingénieurs pour le milieu de la compétition professionnelle. D'accord, donc un Périgourdin, Pierre Comby, toujours 38 ans. Toujours. Diplômé de l'école de la performance spécialisation sport auto, chef de voiture, 7 saisons de la team Hexing Racing, Aston Martin Racing, marqué par les titres de champion du monde FIA GT1 et champion d'Europe GT3. Vous êtes champion du monde ou l'équipe a été championne du monde ? L'équipe est championne du monde. Et vous ? Été champion du monde en 2011. Ah, et vous avez été champion du monde en 2000, parce qu'après vous avez fait, donc il a partagé le vice-champion du monde avec la McLaren X6 Racing et a ensuite créé Pito Engineering qui est à Boulazac, dans la cartographie moteur et la mise au point, etc. Code Racing Development est né il y a 7 ans et maintenant vous faites les circuits et les routes des rallyes avec notamment, moi j'ai marqué très souvent cette Alpine, vous êtes beaucoup avec les Alpines là ? Oui, exactement, on avait un contrat factory avec la marque Alpine. On était l'une des seules équipes à engager toutes les déclinaisons de l'Alpine A110, donc c'est-à-dire en rallye et en circuit. On a eu des titres de vice-champion d'Europe, vice-champion de France. On a gagné pas mal de courses en circuit. En rallye, on est les seuls à avoir fait gagner l'Alpine au scratch en championnat de France des rallyes. Donc voilà, on a eu des belles années avec la marque Alpine et aujourd'hui on fait encore rouler quelques Alpines, mais on a un vrai contrat et un vrai partenariat avec la marque Aston Martin. D'accord. De par ma souche. Donc les discussions sont faites naturellement et aujourd'hui on travaille sur les circuits européens et mondiaux Aston Martin Racing. Alors la voiture, c'est venu quand ? Toujours. Déjà tout petit, vous avez toujours su, vous alliez être pilote de course ? Alors pilote non, j'ai jamais été pilote et je me prétends pas pilote. J'ai toujours été mécanicien puis ingénieur, donc j'ai toujours réglé. Et j'ai aimé mon truc, c'est vraiment la technique. C'est vous qui gérez les véhicules, les voitures, la logistique autour des pilotes. C'est ça en fait, pour qu'on comprenne. D'accord. Surtout la technique, la mise au point. Et moteur et chassis, mon truc c'est vraiment le châssis moi. Vous n'êtes pas un changeur de pièces, vous êtes un mécano. C'est ça. Je suis un metteur au point. Vous êtes un metteur au point. On fait qu'on essaie d'aller le plus vite d'un point A à un point B. Vous optimisez des solutions. En fait. C'est ça, on optimise et on adapte. Ok. Alors, première grande question, quand on est passionné de mécanique, quand on est passionné de voiture, de vitesse et autres, comment on fait pour se mettre à son compte ? C'est dur ? Non, rien n'est dur quand on a de la volonté. En fait, moi j'ai eu la chance de travailler dans des grandes équipes mondiales. D'accord. Où on a toujours réussi par notre travail et notre engouement pour le sport mécanique, avec des solutions techniques toujours les plus farfelues d'année en année. D'accord. Donc on apprend, on prend de l'expérience. Et moi j'avais un vrai mal-être de mon pays, donc j'avais vraiment à cœur de revenir en Dordogne. Oui, vous êtes vers Annecy, vous avez migré pour étudier vers Annecy. Et en Angleterre et aux États-Unis avec Corvette. J'ai quand même pas mal bourlingué avec le championnat du monde. Je faisais le tour du monde tous les ans. Voilà. D'accord, ok. Donc vous avez voyagé, vous avez vu le monde un petit peu aussi alors. Tous les ans. Tous les ans, le championnat du monde permettait de voir quasi tous les continents. Et vous aviez le temps de regarder comment ça se passait sur place, de sentir un peu les pays. Tout dépendait des calendriers. On pouvait avoir 2-3 jours off. Parce que le multiculturel c'est important dans la vie et dans le business. On apprend plein de choses en regardant les autres. Qui est presque le plus important de notre métier. D'accord. Donc voilà, après j'avais vraiment le souhait de revenir en Dordogne et on a la chance, c'est une parenthèse, on a la chance d'avoir 2 équipes à Périgueux qui sont nous et CD Sport, nous sommes très amis, on est sur les mêmes créneaux. Donc j'avais le souhait de revenir en Dordogne et pour revenir en Dordogne,
Je sais pas faire autre chose que du sport automobile. D'accord. Donc j'ai d'abord créé Pitot, qui est un atelier un peu plus conventionnel pour la mise au point de voitures. Alors oui, on va le dire. Il y a effectivement l'écurie. Moi, j'ai vu le grand garage. C'est un hangar avec plein de voitures, des gens autour qui sont en train de le mettre au point, voilà, de la carrosserie, les moteurs, qui préparent les véhicules pour les compétitions. Et à côté, il y a un garage pour les gens comme moi et les gens comme vous, auditeurs. Vous pouvez aller amener votre voiture et là, comme on a dit, c'est du sur-mesure, quoi. Voilà, on essaie de mettre à travers Pitot Engineering notre expérience et notre rigueur de la course au service du grand public, donc on va J'ai assez des loin. petits problèmes que Noroto comprend pas, on va en parler après. On va assez loin en diagnostic, en mise au point, en réparation. Oui. Donc voilà, donc je suis d'abord revenu en Dordogne en créant Pitot Engineering et les circuits, ça reste une drogue dure et à un moment donné ça manque. Et donc j'ai souhaité recréer une structure à moi, à mon image. Donc on a créé Code Racing Development. On a commencé par du rallye et puis mon truc c'est vraiment le circuit, donc on est revenu aussi vers le circuit et aujourd'hui on cumule les deux activités, et le rallye et le circuit. Il y a un circuit en Dordogne ? Il n'y a pas de circuit en Dordogne malheureusement. Il y a un projet peut-être quelque part où il y a des... Il y a plein de projets et je leur souhaite de tout cœur que ça fonctionne. Voilà. Aujourd'hui c'est pas simple de créer un circuit en France avec tout ce qui va avec, mais ça serait chouette, ouais. On a un pays qui est passionné de sport mécanique et j'aimerais bien que ça se développe davantage. Alors, effectivement, vous, votre modèle. Alors, quand on a une équipe de rallye, quelles sont les sources de revenus ? Je suppose que lorsqu'on gagne une compétition, on trouve des choses, mais c'est aussi les sponsors. Je suppose que l'activité n'est pas autonome et on est financé par la publicité. Comment ça marche ? Alors c'est assez divers. D'accord. On reste une entreprise, hein, une équipe de course reste une entreprise. Il faut payer les gens, vous êtes combien d'employés, vous ? Faut payer. On a une dizaine d'employés à temps plein. Il faut les payer, voilà. On triple les effectifs avec des indépendants. Donc il faut rentrer au moins 300, 400 000, 500... Ouais, il faut rentrer du monde là. Ouais. Donc c'est des coûts forcément importants parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est technique, ça coûte cher. Donc il y a plusieurs sources. On a des partenaires, on a des sponsors, on a des associations d'utilité de biens publics, on a des pilotes qui apportent du budget pour rouler, tel un client lambda. Il y a des pilotes qui payent pour rouler ? Bien sûr. Ouais. D'accord. Oui. Même en F1, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils amènent du budget avec des sponsors propres. Voilà, c'est un schéma économique qui fait qu'il y a plusieurs montages pour filer les financements. D'accord. Ok, donc en fait, sans les sponsors, l'activité elle-même, les prix gagnés dans les courses, c'est pas suffisant pour financer une écurie ? Non, bien sûr que non. Non, d'accord. Non. Et donc c'est les télévisions et les médias, je suppose, qui mettent la visibilité sur les sponsors ? Oui, il y a les médias, il y a la visibilité sur les sponsors que nous on peut offrir. On offre à nos partenaires équipes plein de solutions et d'actions pour leurs clients, pour leurs collaborateurs. On invite, on les invite sur les événements, on les invite à faire du team building avec nos pilotes. On met plein de choses en place pour que eux, ça leur apporte de la visibilité et d'une vraie utilité professionnelle. Ok. Bon, aujourd'hui, vous avez donc la société, l'équipe de rallye, vous avez le garage Pitot Engineering qui fait de la mécanique avancée, on va dire, l'optimisation. Vous n'êtes plus forcément un mécano pur comme il y a 15 ou 20 ans, vous avez des responsabilités. La semaine de Pierre Comby, en fait, elle consiste en quoi aujourd'hui ? La semaine de Pierre Comby est assez bien remplie. Oui, expliquez-nous. Parce que mine de rien, ça fait gérer plusieurs structures. Qu'on sache ce que c'est que la vie d'un passionné, qu'est-ce qu'elle devient après au bout de... Voilà. Il y a l'organisation du travail à l'atelier, la planification des tâches pour mon staff. Après, sur la partie Pitot, il y a de la relation client. Donc les ressources humaines, c'est vous ? Oui, c'est moi, bien sûr. D'accord. Ouais. Il y a de la technique et des points journaliers sur le technique sur la partie Pitot, sur les pannes qu'on a en ce moment dans l'atelier, sur l'élaboration des cartographies quand on est sur de la reprogrammation. Donc le commercial, c'est vous aussi, voilà, vous avez dit juste aussi, avant. Donc, bien sûr. Donc c'est chef de TPE, PME, l'ARH, le commercial et comme tout expert, les pointus, les problèmes pointus, la délégation des problèmes faciles. C'est ça, exactement. Et après, sur la partie code racing, c'est la relation avec les pilotes, la relation avec les partenaires, les solutions techniques. On fait beaucoup de points réguliers avec mes équipes pour
avancer sur le plan technique, les solutions que nous prenons pour parer à des problèmes rencontrés sur un circuit ou rencontrés sur une fiabilité moteur ou châssis. On essaie d'être à 100% autonome de nos activités. On sous-traite uniquement carrosserie lourde. Donc on a tous les postes que ça a de la réflexion d'une boîte de vitesse pourtant, mon petit doigt me dit que la carrosserie, chez vous, c'est un poste, il y a du volume, il y a peut-être des choses à faire régulièrement, peut-être, de ce côté. Oui, bon. On est autonome sur tout ce qui est carbone, carbone, fibre. Mais quand on a un châssis aluminium qui est déformé, quelque chose comme ça, c'est quelque chose que l'on va sous-traiter. Mais donc on est quasi autonome sur toutes nos activités, que ce soit sur l'électricité, sur les faisceaux, sur la réflexion d'une boîte de vitesse, l'ajustement de carrosserie, l'adhésif, toutes nos décos, les stickers. Donc si vous voulez, on a plein de postes sur lesquels vous faites aussi agence de pub, quoi. C'est vous vous qui faites les visuels aussi en interne. On a un graphiste qui fait nos visuels. Par contre, c'est nous qui faisons la pose. Donc alors ça, je vais vous le dire, quand on rentre chez vous, c'est beau. Voilà. Ça c'est gentil. Non mais c'est vrai, on sent par rapport à un garage normal, il y a un effort qui a été fait. Après on voit que c'est pas votre cœur de métier particulier, je veux dire c'est principal. Il y a des trucs qui sont posés, ça bosse quoi, on sent que ça bosse. Mais on rentre, voilà, tout de suite on est dans l'ambiance quoi. Il y a le design fait partie de la chose. Bien sûr. On essaie d'être autonome dans le sens où quand on est à l'autre bout du monde et qu'on a 24 heures pour réparer la voiture, il faut qu'on soit autonome sur nos activités et que nos gars aient chacun leur spécialité et qu'ils puissent opérer rapidement. Donc voilà, mes semaines elles sont remplies d'organisation pour essayer de faire que toute cette petite... Et vous prenez encore la clé à molette aujourd'hui vous-même là? Oui, bien sûr. Moi je suis vraiment quelqu'un de la technique à la base. Donc, le technicien il aime pas arrêter parce que le jour où il arrête, après il est perdu. Exactement, et puis c'est ce que je sais faire, c'est ce qu'on m'a inculqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon truc. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est intéressant. Donc le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est un technicien de pointe qui devient chef de PME, TPE, PME en hyper spécialisation, mais qui au départ, c'est pas un commercial, c'est vraiment un technicien qui a créé sa société. Exactement. C'est un peu comme dans l'informatique, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines. Comme tous les domaines. On peut souvent comparer l'automobile de compétition à de l'informatique ou même de la chirurgie parce que c'est vraiment un milieu spécifique avec des contraintes qui sont... Une ultra spécialisation. Il y a combien de compétitions par an? Nous, on fait 5 championnats de 6 courses. Ça nous fait en moyenne entre 150 et 160 jours de déplacement dans l'année. Donc vous êtes sur Périgueux la moitié du temps seulement? C'est un peu ça, ouais. D'accord. Effectivement. Ok. Question, les voitures que vous utilisez, c'est les voitures de Monsieur Tout-le-Monde ou elles sont différentes? Alors ça dépend de la catégorie. C'est-à-dire que ça peut partir d'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui est adaptée à la compétition. D'accord. Ou ça peut être des prototypes. La coccinelle, c'est un film. Hein. Non, aujourd'hui, suivant le niveau de compétition, ça peut être une voiture comme ce que vous avez pu venir voir dans nos locaux. L'Aston Martin GT3 par exemple, c'est un prototype. Voilà. Aujourd'hui, ça ressemble d'aspect esthétique à une voiture de série pour que les gens s'identifient à la marque. Mais c'est une vraie auto de course. Voilà. C'est un prototype. D'accord. Qu'est-ce qui est différent d'une auto de course? Les amortisseurs sont pas les mêmes, les pneus sont pas les mêmes. Oui, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. La conception du châssis, la chaîne cinématique, les moteurs. Avec des contraintes différentes, les boîtes de vitesse. Voilà. C'est pas fait pour que ce soit agréable à rouler, c'est fait pour que ce soit performant. Alors, quand j'étais jeune, on parlait de moteur. Moi, je me souviens, je regardais la télévision, mais il y a longtemps, parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, on parlait de moteur Renault, de moteur Volvo. On est encore en train d'innover. Est-ce qu'il y a encore des marques de moteurs? Oui, il y a encore des motoristes, il y a encore des vrais motoristes. D'accord. Aujourd'hui, il y en a quand même de moins en moins, donc souvent les équipes et certains constructeurs achètent les moteurs à d'autres constructeurs qui sont des motoristes. On le voit très bien en F1 et c'est ce qui est le plus parlant avec Mercedes ou Renault jusqu'à cette année qui arrête justement le département moteur. On va voir que dans les Alpines de F1, il y aura des moteurs Mercedes l'année prochaine. Donc aujourd'hui, motoriste, ça devient un peu plus rare, mais on a encore des vrais constructeurs et justement, c'est un savoir-faire français qu'on avait avec Renault et le département de Viry-Châtillon qui est Renault F1 qui s'arrête.
Mais oui, il y a encore des constructeurs de moteurs, tout à fait. D'accord. Pierre Combi de Boulazac avec nous sur RLP jusqu'à 14h30, ou alors en rediffusion de samedi matin. À une époque, tous ces travaux qui étaient faits dans les situations extrêmes, F1, rallye, ce genre de choses, bénéficiaient ensuite dans la société civile, au niveau des fabricants, pour les voitures de série. C'est encore le cas ? C'est encore le cas, on le voit avec les systèmes hybrides par exemple. D'accord. Il y a un championnat qui s'appelle le WEC, dont font partie les 24 heures du Mans, où aujourd'hui les hypercars qui sont la catégorie reine du championnat travaillent sur de l'hybride, sur de l'électrique, et effectivement c'est des systèmes que l'on retrouve après dans le monde de la série. C'est ce qui s'est passé avec les ABS, avec les ESP. Oui. Voilà, nous aujourd'hui les voitures de course c'est plus les voitures des années 80, on a des ABS. Et vous savez que quand j'étais à Bangkok, l'ABS n'était pas de série sur les voitures, c'est une option. Bien sûr. Chez nous c'est de série, mais dans certains endroits du monde, la gestion du freinage, c'est une option si vous voulez la prendre, vous la payez ou pas. Ça c'est des systèmes de sécurité qui ont été développés dans la compétition. Oui, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, alors, tiens, on va faire un peu de prospective. Actuellement, qu'est-ce qui est utilisé dans le rallye qui peut venir dans nos futures voitures à nous ? Alors, les carburants. D'accord. Par exemple, il y a un travail sur les carburants l'optimisation du carburant, en fait, c'est exactement. Ça aujourd'hui, alors pas dans tous les championnats que nous pratiquons, mais majoritairement, on travaille avec des carburants de synthèse. Donc, qui ne sont pas forcément 100% issus du fossile. D'accord. Donc, c'est des carburants de laboratoire. On rajoute du bioéthanol, on met des trucs comme ça ? Alors, le bioéthanol est un carburant que l'on pratique déjà depuis des années en compétition, et qui a un j'étais à Levin quand j'étais là-bas, voilà, en série. C'est ça, voilà. qui a un carburant plus bio et avec des ressources différentes que le pétrole. Donc ça fonctionne, on le voit que aujourd'hui c'est devenu courant dans la voiture de série. Mais le carburant de laboratoire, le carburant de synthèse, c'est en plein essor dans la compétition et c'est devenu obligatoire dans certains championnats. Aujourd'hui, c'est très cher à produire par rapport aux quantités. On vous impose à avoir un type de carburant. Exactement, oui, tout à fait. Donc ça devient pour nous... Et après, c'est à vous de trouver la meilleure solution au niveau des cylindres et de la combustion pour avoir le meilleur rendement. Ça. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Ça, et même au niveau des composants qui composent le système d'injection ou de carburant, parce que certains produits ne sont pas compatibles avec certains plastiques ou du caoutchouc, voilà. Donc ça nous oblige de travailler, mais ça c'est concrètement une solution qu'on verra dans l'avenir, c'est certain, dans le monde de la série. Porsche a investi beaucoup là-dedans justement parce qu'ils y croient. Porsche qui va pas forcément très bien, je crois, en ce moment d'ailleurs. Alors, si j'ai bien compris, actuellement, le problème, c'est qu'on a dit qu'on arrêtait les voitures à énergie fossile. Les Chinois ont dit que eux, ça les dérangeait pas parce qu'ils avaient déjà une vision sur l'hydrogène, qui lui aussi est un moteur à combustion. Bien sûr. Et nous, nos constructeurs européens sont en train de revenir en arrière et de dire que tout électrique n'est pas forcément génial. Qu'est-ce qui se passe exactement là ? Il se passe que l'électrification a été un peu prématurée et un peu à la va-vite, un peu dictée par des systèmes européens et voilà, et on voit que c'est pas que Porsche, c'est tous les constructeurs automobiles aujourd'hui, c'est compliqué parce que tout le monde cherche des solutions un peu à l'aveugle, et personne n'est capable de dicter l'avenir sur le thermique ou sur l'électrique. Donc tout le monde y va un peu à tâtons et les solutions sont pas simples à trouver. Ouais. D'accord, mais vous, au niveau de la performance, pourtant on m'a dit qu'au niveau des démarrage, les voitures électriques avaient un super couple, mais vous restez, bien sûr. Vous restez en thermique, vous. Voilà, nous on reste en thermique parce que les règlements aujourd'hui nous... et si vous aviez le choix ? On ferait de la course, voilà. Si jamais on vous disait demain, c'est la course, c'est plus, y a pas, voilà, c'est vraiment que la course, vous irez vers quel système, vous ? Si on nous impose de l'électrique parce qu'on n'aura pas le choix, on fera. Oui, mais si on vous impose rien, naturellement, vous iriez on fera du thermique. Aujourd'hui, vous, regardez dans votre environnement, la meilleure solution reste le thermique. Bien sûr. Regardez les courses électriques aujourd'hui. Le trophée Andros, quand il est devenu électrique, on avait une population de spectateurs qu'on ne voyait plus. Regardez la Formule I, donc c'est la Formule 1 électrique où toutes les courses ont lieu dans des grandes villes du monde. Les courses sont magnifiques à regarder, mais ça draine pas de spectateurs. Les gens, ils viennent pour un bruit, ils viennent pour des odeurs, ils viennent... Donc, c'est sûr que c'est pas le sport auto comme nous l'avons connu, comme nous l'aimons. Aujourd'hui, on est tous des passionnés de mécanique, des passionnés de moteur, de bruit. Et puis il y a beaucoup moins d'accidents, c'est beaucoup moins rigolo. Non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, l'atmosphère est plus la même
Et on vient pas pour ça, malheureusement. Voilà. Ok. Là, dans les semaines qui viennent, vous allez aller où ? Alors nous, c'est un peu la trêve pour nous là. Donc l'hiver, les voitures sont en phase de révision où elles sont intégralement démontées et on contrôle un petit peu tout. On est dans la phase de mercato pour les pilotes. On est sur la planification des championnats et l'organisation 2026. Donc on va reprendre quelques tests en Espagne et au Portugal courant fin janvier, voilà, pour tester les nouveaux pilotes, les nouvelles évolutions. Et après, on repartira en début de saison fin mars. Avec le grand atelier que vous avez, et puis je pense que vos mécanos, c'est pas n'importe qui. Moi, j'en ai un ou deux qui ont travaillé sur mon véhicule et autres, visiblement, ils savent faire des trucs, quoi. Est-ce que vous avez réussi à développer vos propres technologies, voire vos propres brevets ? Vous avez réussi à créer des choses encore ? Alors, déjà ou pas ? On a quelques méthodologies. D'accord. Donc il y a un savoir-faire local. Voilà, on a un savoir-faire sur de l'optimisation de réglage ou de la compréhension sur des systèmes qu'on a créés pour faire de l'acquisition de données, pour faire de l'enregistrement de données en temps réel. Il y a un truc qui peut se breveter, qui peut se développer ensuite sur ça. Oui, bien sûr. Après, chacun a sa mayonnaise dans la course. Bien sûr. On a chacun nos méthodes. Heureusement. Et voilà. Et chacun développe son propre truc, mais aujourd'hui, ça va tellement loin dans la technique qu'on est capable de dire à un pilote il faut faire comme ça et pas autrement, ou on sait ce que tu as fait là, ça marche pas, ou ça fonctionne. On voit tout en temps réel aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que dès que la voiture est sur la piste, on voit tout ce qui se passe. Donc l'IA va remplacer les pilotes ? Alors oui, ça commence. Hein. Ça commence. On a l'IA qui rentre dans notre métier et on voit cette solution technique qui nous apporte de la compréhension sur des choses ou de l'analyse différente. Donc vous allez vous aussi être confronté à une convergence de toutes les méthodologies, toutes les façons de faire à terme. Clairement, bien sûr. C'est un peu la peur de notre métier parce qu'on a quand même pas mal de données qui sont confidentielles et qui sont mais si vous mettez l'IA dessus, vous allez optimiser tellement, vous allez tous vous rejoindre. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise de manière limitée, mais qu'on utilise parce que c'est quand même un outil puissant. Voilà. Quand on veut gagner, on prend ce qui est fait pour gagner. Voilà, exactement. Mais donc, l'avenir de l'écurie, à 20 ou 30 ans, le métier va évoluer. Quelle est votre vision ? Quelle est la vision du chef d'entreprise sur ça ? Vous allez continuer à faire une écurie, un garage pour votre carrière, ou vous avez une visibilité, vous avez une vision à plus long terme ? La vision à long terme, on sait que dans tous les cas, ça reste de la technique et que la technique évolue. Donc il y a toujours des nouvelles solutions, on voit des systèmes embarqués. Moi, j'ai commencé le sport automobile en 2008. Et déjà, on se dit que c'est pas si loin que ça, mais c'était une autre génération de voitures. C'était un univers passé, là. On a beaucoup de systèmes embarqués qui n'existaient pas. On avait beaucoup d'appareillage qui ne nous permettait pas d'aller aussi loin dans la compréhension d'un pneumatique ou d'une suspension comme on a aujourd'hui. Tout le monde dit que l'électronique a tout tué parce que c'est impossible à réparer, c'est compliqué, c'est pas fiable. Non, pour nous, ça nous permet d'aller encore plus loin. Encore plus loin dans la compréhension, encore plus loin dans le développement. Aujourd'hui, on est par exemple sur un système de freinage de GT comme nous pratiquons, on est à 200% du système d'exploitation du frein par rapport au poids de la voiture. Donc oui, on espère qu'avec l'IA, avec cette nouvelle méthodologie, ça nous ouvre de nouveaux axes de travail pour aller encore plus loin dans la performance et de pouvoir encore optimiser davantage certaines pièces mécaniques ou certains matériaux que nous ne connaissions pas. Voilà, c'est un peu le même principe que l'aéronautique aujourd'hui. Ouais, mais il y aura toujours des mécanos. Moi, j'ai des relations qui sont en Amérique du Sud. Ils me disent, les cols blancs, tout ça et autres, ils vont disparaître par l'IA. Par contre, un bon mécano qui sait réparer un moteur sur un bateau, il se fait 30 000, 40 000 $ par mois. Non, mais un bon mécano, c'est pas remplaçable. Il y aura toujours besoin de techniciens. Oui, absolument. On voit d'ailleurs les jeunes générations qui vont de plus en plus vers les métiers techniques. C'est en train de se mettre en place. Ils ont été critiqués et méprisés à 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, ils y vont. Je suis assez d'accord avec vous et j'interviens souvent dans des lycées. D'accord. Et il y a eu une période où on allait vers la technique, on poussait les jeunes à aller vers l'apprentissage. Quand on était mauvais. Exactement. Ouais, c'est dramatique d'ailleurs. Et après, on leur a dit il faut faire des études et ainsi de suite. Mais
Moi, je suis d'accord pour réintéresser les jeunes et faire qu'ils sortent un peu des écrans et ainsi de suite, à les réouvrir à ce système d'apprentissage et de technique pour qu'ils aient un toucher, un savoir-faire qui puisse les intéresser. Mais il y aura toujours de la technique, il y aura toujours besoin de techniciens, on aura toujours besoin d'ingénieurs. Voilà, ça reste de la mécanique et nous, on a besoin des mécaniciens les plus rapides du monde pour changer les roues et gagner la course. On a besoin de mecs qui vont nettoyer les pare-brises quand la voiture rentre au stand. Ça pourrait être automatisable un jour, changer les pneus, peut-être. Enfin, s'ils sont pas voilés, s'ils sont pas pétés par un choc. Il y a tellement dans la stratégie d'une course, il y a tellement de phénomènes encore inconnus par les faits de course, par le live en fait, par ce qui se passe en temps réel sur la piste, où des fois on prend des décisions de rentrer au box alors que c'était pas prévu. Mais je veux dire, la séquence de gestes répétitifs, elle peut être automatisée. C'est jamais les mêmes gestes. C'est jamais les mêmes toujours gestes. de l'imprévu. Changer un pneu, c'est jamais le même geste. Moi, mes mécaniciens, ils s'entraînent toutes les semaines à changer les roues pour être les plus vite. Avec le chrono et tout. Avec le chrono, comme un sprinter qui fait un 400 mètres. On a des exercices toutes les semaines où ils s'entraînent. Et en fait, on a beau préparer 10 000 fois l'exercice, il suffit que le concurrent d'à côté ne s'arrête pas de la même manière, que votre pilote ne s'arrête pas de la même manière, qu'un écrou ne se passe pas au desserrage comme il devrait se passer. Voilà, il y a toujours un imprévu. Donc on a besoin des expériences de nos mécaniciens. Il s'éclate à la péteuse. Ah oui, j'en ai un d'ailleurs là. Moi je pense que l'IA c'est très bien pour ouvrir de nouvelles solutions. Mm-hmm. Mais on aura toujours besoin de vrais cerveaux avec des vraies mains et des vraies jambes. Pour comprendre quand même l'avenir de Pitot Engineering, l'avenir de l'équipe de rallye, sur 10 ans, 15 ans, là, qu'est-ce que c'est ? Coding, Racing, Development, dans 20 ans, où est-ce qu'ils sont ? On espère. Le but de toute équipe aujourd'hui, c'est de faire les 24 heures du Mans et de les gagner. Voilà, vous avez une vision, vous ne faites pas course après course, vous avez une vision, une stratégie forcément. Nous, on a intégré les championnats ACO cette année qui sont les promoteurs des 24 heures du Mans, donc on est obligé de rentrer par la petite porte. Donc on est rentré en Michelin Le Mans Cup cette année. L'idée c'est d'y rester 2-3 ans. Vous allez faire le Mans de LMS. Alors on fait déjà le Mans en ouverture des 24 heures et l'objectif ultime c'est de faire les 24 heures du Mans. J'ai pu les gagner en 2010 avec Corvette à l'époque et le but c'est d'y aller avec ma propre équipe, clairement. D'accord. On a encore des véritables constructeurs français qui innovent, ou alors est-ce que les grands constructeurs se sont consacrés sur la production de masse et on a une flopée d'indépendants qui eux sont plus pointus ? Quelle est la situation en France, vous voulez dire ? Non, on a encore des constructeurs, que ce soit PSA ou le groupe Renault. On a vu Renault quand ils ont relancé... PSA a abandonné le haut de gamme et le sportif, me semble-t-il. Oui, bien sûr, mais ils fournissent encore des solutions techniques. D'accord, ils font des choses individuelles. Bien sûr, il y a toujours de la recherche et développement au sein de PSA. Renault fait encore un peu de sport. Bien sûr. Renault fait du sport. Renault fait le sport. À travers la marque Alpine d'ailleurs, essentiellement. Mais... Non, il y a toujours. Et puis il y a un programme hypercar avec Peugeot, avec la 9X8 aux 24 heures du Mans. Non, il y a toujours, et heureusement. D'accord. Ok, on fait un peu de pub pour Pitot, ou alors il y a déjà suffisamment d'activités comme ça ? Il n'y a jamais assez. Non, on peut toujours. Si vous avez une voiture que vous voulez un peu reprogrammer, gonfler, enlever les limitations de série, parce que vous êtes une personne responsable et que ce qui vous intéresse, pas forcément la vitesse, mais l'accélération au démarrage de rond-point, tout ça, chez Pitot Engineering, ils pourront vous optimisez tout ça, c'est qu'on va dire comme ça. Exactement. Voilà. Parfait. Ou passer au bioéthanol, ou à ce genre de choses. Exactement. Ou simplement passer nous voir pour échanger entre passionnés, boire un café, c'est toujours un plaisir. Vous avez le temps durant la journée de discuter avec les gens qui viennent là ? Toujours le temps avec des passionnés parce que c'est toujours un bon moment. Bon, vous recrutez actuellement, vous avez un message à faire passer ? On est en constante évolution, donc on a toujours des. Vous formez vos mécanos un peu ou alors, comment ça se passe ? Moi, je suis en 30 secondes, une minute. Je suis de mentalité à toujours former. J'aime bien prendre des jeunes qui sortent de l'école et les amener un peu où on veut. Et des gens m'ont permis de le faire à moi. Donc j'aime bien. Dans votre métier, de toute façon, ils rentrent, ils ne sont pas prêts à 100%. Forcément, il faudra les former à votre écurie. C'est un peu ça, ouais. Ok.
Bon, c'était Pierre Comby de Python Engineering. Pierre Comby qui fait aussi briller le Périgord avec Coding Wrestling Development. Là. Donc, les nouveaux pilotes, ça va dépoter cette année? Ça devrait être pas mal. Bon, ok. À tout le monde, je vais vous dire à la semaine prochaine. Pierre, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir sur RLP. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.